Bonjour, je vous présente maintenant l'ouvrage Conversation sur l'apprendre et faire apprendre que j'ai publié chez KDP Kindle Amazon. Apprendre et enseigner recouvrent une même réalité. Si l'élève apprend, l'enseignant enseigne. Mais à nos yeux, tout l'essentiel se joue sur les actes manipulés, percevoir, catégoriser, déduire, raisonner, mémoriser, comprendre, qui traversent toutes les disciplines d'apprentissage. Ce qui nous amène à préférer les termes d'apprendre et faire apprendre, afin de se situer clairement dans le champ des pédagogies de l'apprentissage. Une question nous taraude. À enseignant, ne conviendrait-il pas de substituer le terme d'appreneur, en miroir au terme apprenant, largement usité? C'est un mot renvoyant à entrepreneur en apprentissage. On peut mémoriser sans avoir compris, mais la compréhension installe durablement un savoir qu'il est possible alors de retrouver en cas d'oubli. Comprendre et apprendre sont intimement liés avec un glissement dans la conceptualisation comme zone charnière. Comprentissage est un mot valise inventé par la Borderie qui fusionne deux aspects indissociables. La plasticité cérébrale permet au cerveau d'apprendre et à tout âge. Selon Piaget, le développement s'effectue par stades successifs qui permettent certains apprentissages. Pour Vygotsky, ce sont les apprentissages qui déclenchent du développement individuel. Selon Pastré, apprendre et se développer fonctionnent ensemble. L'apprentissage s'effectue sous plusieurs conditions. Inhiber les pensées automatiques, préférer les stratégies constructivistes et sociales, accroître la confiance en soi, la motivation, le désir de savoir et son aptitude à la formation de concepts ou le glissement dans la conceptualisation, et cela accompagné et piloté par le formateur, soutenu grâce aux procédures du discours d'explicitation et du journal des apprentissages. Il existe plusieurs combinaisons possibles pour faire apprendre selon les publics, plusieurs modes pédagogiques s'agissant d'apprentissage par conditionnement, imitation, répétition, par essai-erreur ou tâtonnement expérimental, par rectification de l'erreur, par transformation d'un cadre de pensée et déploiement de stratégies face à des situations problématiques, par l'approche psychosociale en groupe avec des collaborations stimulantes ou des controverses enrichissantes. Toujours est-il que le discours d'explicitation et le journal des apprentissages semble à notre avis un fixateur de l'apprentissage même. N'oublions pas, outre l'agencement didactique, essentiel pour faire apprendre tout ce qui est du ressort de l'infradidactique, du travail personnel d'apprentissage que le coaching scolaire peut soutenir, renforcer, propulser, au moyen d'un apprentissage de la posture d'apprenant, visant à améliorer toutes les qualités et les techniques personnelles pour atteindre ses objectifs d'étude. Une maxime chinoise dit « Ne donne pas un poisson à ton frère qui a faim, apprends-lui à pêcher ». Tout commence par ici, avec cette phrase qui a largement circulé sur les réseaux sociaux, et vient ensuite tout un ensemble de questions-réponses. Par exemple, qu'est-ce qu'apprendre? Quand apprend-on? Pourquoi apprendre? Qu'est-ce que c'est vraiment que cet acte d'apprendre? Y aurait-il plusieurs types d'apprentissage? Comment résumer l'acte d'apprendre? Quand sommes-nous certains d'avoir appris? Quelle est la plus grande difficulté de l'apprentissage? Comment susciter du désir pour apprendre? Sans désir, y a-t-il des étincelles suffisantes pour apprendre? Dans quelle situation apprend-on généralement? Qu'est-ce qui définit précisément l'apprentissage en milieu scolaire? Quelle est la différence entre s'informer et apprendre? Peut-on apprendre seul? L'apprentissage relève-t-il d'une accumulation, d'un empilement de savoir? Comment se définit le savoir? Est-ce que le savoir nous transforme comme apprenants? Pourquoi dit-on apprenant? Pourquoi pas appreneur du coup? Quels sont les verbes d'action de l'apprentissage? Apprendre transforme-t-il la personne humaine? Comment apprend-on? Comment précisément peut-on apprendre par l'erreur? Apprendre est-il déstabilisant et à quel prix apprend-on? Quel est le travail de l'enseignant? Comment écrit-il son scénario d'une séquence d'apprentissage? Comment définir à minima un professionnel de l'apprentissage? Comment définir également l'enseignement? L'enseignant est-il un médiateur? Le travail du formateur s'articule-t-il à celui de l'apprenant? Est-ce que faire classe fonctionne à l'instinct? Cela revient-il aussi à du bricolage? Que veut dire le schème professionnel relatif à l'enseignement? Que dit l'ergonomie du travail, de l'apprentissage et du fait pédagogique? Apprenons-nous tous d'une manière identique? Est-ce que chacun possède un style d'apprentissage qui lui est propre? Qu'est-ce qu'un style cognitif? Comment diversifier? Est-ce qu'il faut multiplier les formes de présentation du travail?
Qu'est-ce que la notion de secondarisation? Quels sont les différents processus de l'apprentissage? Peut-on apprendre si l'esprit est préoccupé par autre chose? Au final, qu'est-ce qu'apprendre? Comment se définit un apprenant? Comment se définissent de façon contrastée pédagogie et didactique? Quelle est la fonction de la didactique? Comment définir en une seule phrase, par exemple, la didactique? Sur quoi est centrée la pédagogie? Qu'est-ce que prend en compte la pédagogie? Quels sont les principaux concepts de la didactique et aussi de la pédagogie? Qu'entend-on par appropriation du savoir? On parle de glissement, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que les concepts objets et les concepts outils, qui sont comme des supports pour apprendre? En quoi le glissement conceptuel est-il utile? Qu'est-ce que la secondarisation? Secondariser est-il donc essentiel pour bien comprendre? Le journal des apprentissages est-il un outil d'étayage? De quoi est-il constitué? Sert-il l'apprenant mais aussi l'enseignant? En quoi les informations sont-elles utiles pour le professeur à la lecture d'un journal d'apprentissage? Qu'est-ce qu'on appelle les écrits de travail? Qu'est-ce qu'apporte en plus le langage écrit lorsque l'on apprend? Qu'est-ce que l'étayage? À quoi sert l'étayage? Qu'est-ce que la zone de proche développement? Qu'est-ce que nous dit Vygotsky? Qu'est-ce que la médiation? Qu'est-ce que la pédagogie différenciée? Que veut dire différencier en pédagogie? Quelles sont les caractéristiques d'une situation problème? Quelles sont les conditions d'une bonne situation au problème? La situation problème doit-elle être difficile à traiter? Quels en sont les avantages ou les inconvénients? Qu'est-ce que la pédagogie par situation ouverte? Quel est l'avantage d'une situation d'apprentissage dite situation ouverte? Quelle est la différence entre situation ouverte et situation fermée d'apprentissage? Que font les apprenants en situation ouverte? Comment fait-on émerger les représentations? Est-ce que ce genre de situation part de ce que les apprenants savent déjà et donc servent leur apprentissage? Quelle est la part des conceptions dans l'apprentissage? Qu'est-ce que la représentation initiale? Qu'est-ce que veut dire représentation préscientifique qu'on oppose à représentation scientifique, qu'implique l'idée de faire évoluer les conceptions? Voilà, etc., etc. Tout un ensemble de questions, dont également, qu'est-ce que l'inhibition en pédagogie? Faut-il inventer une pédagogie de la résistance cognitive? Quelles sont les activités mentales nécessaires pour apprendre? Quelle est la différence entre pédagogie et andragogie? Comment l'andragogie se différencie-t-elle? Qu'est-ce qui la caractérise? Comment se définit l'éducation pour les enfants à besoins particuliers? Voilà donc cet ensemble de questions qui abordent donc apprendre et faire apprendre. Voilà. Et vous pouvez bien sûr vous procurer cet ouvrage en vous dirigeant vers la boutique Amazon Kindle où vous trouverez en vente ce livre que j'ai eu le plaisir de rédiger. Au revoir et merci de votre attention.